Jean-Georges, il me semble que vous habitiez juste à côté de la tannerie. Comment la tannerie était-elle perçue par les habitants à proximité? Oui, donc j'habitais dans la ruelle à côté, dans ma jeunesse. Et il faut dire déjà que presque la moitié des habitants de la rue Brune travaillaient chez Degerman. Donc, même s'il y avait des embêtements de l'usine, on ne disait rien. C'était le gagne-pain de ces familles, hein. Presque la moitié des habitants de la rue Brune travaillaient chez Degerman. Mais il faut dire que les jeunes comme moi, qui ne travaillaient pas encore, moi c'était les odeurs et le bruit. Faire une grasse matinée jusqu'à 8 heures, impossible, puisque le commencement du travail c'était à 5 heures. Et à 5 heures, toutes les machines qui démarrent en même temps. Et les ouvriers qui avaient chaud dans certains trucs, ils ouvraient les fenêtres, c'est normal. Et ça accentuait le bruit. Donc toute la rue Brune, c'est tous des lève-tôt. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester faire la grasse matinée, ce n'était pas possible. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment vous êtes arrivé dans cette entreprise et dans ce métier? Comment je suis rentrée dans mon entreprise? C'est grâce à mon père, qui était déjà un contremaître à la tannerie. Et j'avais travaillé à la Capla, et puis c'était un moment où il y avait des licenciements. Et papa, il a dit, écoute, ils embauchent, est-ce que vous ne voulez pas venir? Bon, on avait dit, moi, je suis rentrée avec ma sœur. On était deux filles à rentrer. C'est sûr, on était toutes jeunes, 18 ans, hein, 17 ans, et puis c'était pas si facile pour rentrer là-dedans, mais ça s'est bien passé quand même. En quoi c'était pas facile? Il y avait déjà beaucoup d'hommes. Alors, en tant que jeune femme, c'était pas si évident. Et ensuite, les peaux étaient quand même assez lourdes. Et le travail, c'était plus ou moins un travail d'homme. Il fallait quand même avoir de bons bras, une bonne force. Ouais. D'accord. Et donc, votre premier poste de travail chez C'était Degerman? on était à la machine à pigmenter. On a pris des pots qui arrivaient et il fallait les mettre sur des chevalets. Et il y avait différentes couleurs. Bon, au début, il n'y avait que du noir, du bordeaux, on avait du rouge et du bleu. Après, bon, ça s'est évolué, c'est sûr, mais... Oui, en 45 ans de carrière, vous avez vu des changements au niveau voilà. des produits que vous proposiez. Et bon, après, il y avait des changements de poste. Et puis, un beau jour, le chef, M. Fischer, il a dit, toi, tu pourrais t'organiser pour te mettre à la machine, pour profiter, pour contrôler la machine à pigmenter. Alors, bon, j'ai essayé pendant 8 jours. Il a dit, écoute, ton poste, c'est bon, tu continues ici. Et j'ai travaillé pendant 25 ans. Il y a des pistolets qui pistolettent les pots. Et après, c'est un séchage où il y a le tunnel. Et à la fin, il y a une personne qui récupère la peau. Voilà. Et donc, votre travail, c'était de vérifier... De vérifier, de mettre la couleur dans des cuves, d'alimenter les pistolets et de faire fonctionner, et faire des essais tout d'abord pour voir pour le coloris, si le coloris est exact. Et donc, après quelques années, il y avait Jean-Georges. Devenue magasinière de l'entreprise. Oui, et je suis restée jusqu'à la fin de ma carrière. Combien d'années au magasin? À peu près 15 ans quand même. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous orienter vers le métier de la tannerie et comment vous êtes entré dans l'entreprise Degerman? C'est plus le hasard, la possibilité de revenir à Bar alors que j'étais en région parisienne. Et puis on m'a proposé, mon père, mon frère, ils m'ont proposé de venir, quoi. Et donc j'ai accepté et j'ai jamais regretté. Et qu'est-ce que vous faisiez donc avant ou comment vous avez envisagé j'étais dans l'enseignement, mais bon, là j'étais un peu déçu et sur un coup de tête, j'ai tout laissé tomber, quoi. D'accord. Et donc vous êtes rentré dans l'entreprise Degerman. Sur quel type de poste, dans quel secteur d'activité? Alors au début, je devais remplacer mon père au finissage. C'est pour ça que j'ai travaillé 1 an avec mon père, qui est donc parti à la retraite en 1973.
Et en quoi consistait donc l'ensemble de cette activité finissage quelles Disons étaient que vos fonctions le finissage, comment dire, c'est comme pour une femme le maquillage, quoi. On donne une valeur plutôt commerciale à la peau, parce que la peau est faite dans les processus précédents, quoi. Et là, on rend la peau belle, on l'habille, Et donc pour l'habiller, qu'est-ce qu'on lui fait? On la rend plus brillante, plus on la rend mate, plus... Voilà, mais ça c'est selon le désir du client. selon les exigences du client. Mais on peut tout faire. Donc déjà, on met des pigments. À l'époque, hein, je parle de l'époque quand je suis rentré, on mettait des pigments. Et puis après, on mettait avec des liants, on mettait des couches de résine. Et puis on finissait. À l'époque, on finissait donc le box par une couche de formol pour fixer surtout pour fixer la caséine donc, qui était utilisée à l'époque. Et ça a été, bien sûr, ça a été supprimé, je ne sais plus quand aussi, parce que c'était des produits à l'époque, vous ne savez pas, hein, c'était ce qu'on appelait les produits CMR. Hein. D'accord, qu'on ne connaissait pas encore. Cancérigènes, mutagènes et dangereux par la reproduction, quoi. Et donc, vous avez démarré dans l'entreprise Stegermann. Sur quel poste de travail? Mon poste de travail, c'était le cadrage. C'est-à-dire, les pots humides étaient cadrés avec des pinces sur des grands cadres. Et alors, bien après, chauffer pour qu'ils se tendent bien. Mais comme j'avais les mains très fragiles, le premier jour, j'avais des ampoules à tous les doigts. Et j'ai montré ça à mon chef. Il m'a dit, ah, ce poste, il ne sera pas pour toi. Tu ne pourras pas faire ça. Il faut avoir la peau dure. Donc, il m'a dit, mais j'ai un poste en bas, au rez-de-chaussée. Et ça pourrait te convenir, puisque j'ai entendu que tu as déjà fait ça. C'est l'essorage des peaux après la teinture. J'ai dit, ah oui, ça, je connais le métier. Il faut savoir comment retourner les peaux pour les mettre dans la machine. Donc, c'est un métier que je connaissais. Et dès le premier jour, le chef d'équipe, il m'a dit, non, Georges, toi, tu resteras à cette machine. Tu as déjà un bon rendement pour le premier jour. Donc, j'étais là, à cette machine. Comme on connaissait le travail, je le faisais sans y penser. Et je chantais même. J'étais vraiment dans... Vos collègues devaient être contents. Oui, ils me disaient toujours, ah, le chanteur, il est content, il n'a rien à dire. Toujours à son poste, toujours en train de chanter. Alors, vous êtes passé d'un travail au dernier étage, hein, dans les greniers, pour le cadrage des pots, et au rez-de-chaussée ensuite, qui était appelé le secteur humide de l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les conditions de travail, aussi bien au grenier, pour le séchage des pots, et puis ensuite au rez-de-chaussée, où c'était plus difficile, c'était difficile autrement, parce que c'était humide. Donc au grenier, pour le cadrage, c'était la chaleur. L'inconvénient, c'était la chaleur. Donc on avait 45 degrés, même au mois de juillet. Les machines devaient chauffer pour sécher les pots. Donc, au mois de juillet, les bouteilles d'eau, ça passait dans la journée, hein, parce que ça dégoulinait toute la journée. Hein, et c'était dur la chaleur. Ouais, c'est sûr. On était au sec, mais on était à la chaleur. Et là, je peux vous dire, dans une tannerie, il n'y a pas d'endroit facile. Tous les travaux, n'importe quel truc, c'est assez physique. Donc, il faut avoir des biscottos. D'accord. Et il faut avoir le moral pour le faire. Ok. Et donc après, au rez-de-chaussée, c'était le secteur dit humide. Le secteur humide. Et donc, quelles sont les activités, quelles sont les phases dans la fabrication des pots qui se faisaient au rez-de-chaussée? Oui, donc là, il y a différentes pots qu'on faisait. Dès qu'il y avait déjà la teinture, ça passait pour tous les modèles de pots. Et puis après, on avait des pots qui étaient graissés, hein, pour faire des chaussures. Et les autres pots très fines pour faire de l'ameublement, pour faire des trucs. Donc pour chaque pot, chaque truc, il y avait un mode opératoire différent. Hein, donc. Mais ils passaient tous par l'essoreuse. Hein. Le premier truc, c'était de les essorer pour faire sortir l'humidité. Alors pour les pots, pour les chaussures, elles étaient graissées après dans des grands foulons où on mettait de la graisse de morue et enfin tout plein de produits
qui tournait dans la chaleur aussi pour que la graisse rentre bien. Donc ça, c'était le waterproof des premières années, hein. C'était la graisse pour faire les chaussures de travail et tout ça. Et la graisse empêchait l'humidité de rentrer dans les chaussures. Et vous avez pu voir un petit peu à côté le travail de rivière qui s'est arrêté après chez Degerman, mais quand vous êtes rentré chez Degerman, il y avait encore le travail de rivière. Bien sûr, je passais quelquefois par curiosité pour voir comment c'était. Quand il y avait un moment de libre, il n'y en avait pas très souvent, parce qu'on était payé au rendement. Donc les moments de voir ça. Mais comme j'avais quelques copains qui travaillaient à la rivière, quand même, de temps en temps, j'allais voir comment ça se passait. Les contraintes dans le secteur rivière, c'était d'avoir des bottes toute la journée, d'avoir des gros gants, un tablier de caoutchouc. Vous étiez humide, même avec les tabliers, toutes les protections. À la fin de la journée, vous étiez mouillé de la tête jusqu'aux pieds. Donc, il fallait un endroit où on pouvait sécher les habits, hein, parce que tout le monde était mouillé, malgré les protections. Ça éclaboussait de partout, le sol était plein d'eau, et donc c'est tout l'humidité. C'est un endroit où on va chercher les rhumatismes, hein, parce que tous les copains que j'ai qui étaient à la rivière, dans les années pas loin de la retraite, ils commençaient tous un peu à avoir mal par-ci, par-là. Donc l'humidité toute la journée, c'est vraiment pas bon pour la santé. Mais aussi, c'était tous des gens qui étaient obligés, qui avaient des familles à nourrir. Donc on ne regardait pas ça, on regardait d'avoir une paye. À l'époque, ils partaient à la retraite à 65 ans. Hein. Et au niveau des horaires de travail, les horaires de travail, c'était 5 jours de 8h30 minimum, plusieurs fois, souvent le samedi. Et en démarrant le matin très tôt. Alors, à l'époque, on démarrait à 7h moins le quart, midi moins le quart, 1h30, 5h15. Et il y avait juste la teinture qui travaillait en continu, parce qu'on ne pouvait pas arrêter et reprendre. Et les gens travaillaient souvent le samedi. Il y a beaucoup de gens, de personnes, hein, qui faisaient des fois 50 heures par semaine. Hein. Mais l'ambiance était différente. Hein. En plus, les ouvriers, les anciens, je ne veux pas dire les vieux, hein, les anciens, ils se connaissaient souvent depuis le banc de l'école. Hein. Ils sont tous rentrés à la tannerie à 14 ans parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, hein, à Bar. D'accord, oui. Moi, quand je suis arrivé, les jeunes, il y avait encore quelques jeunes, mais eux, il y avait les moyens de locomotion qui ont évolué et qui sont partis, surtout à l'époque à Cronenbourg, quand Cronenbourg commençait à tourner. Hein. Mais ces anciens, ils avaient un truc un peu spécial. Aujourd'hui, j'en rigole. Hein. Et en plus, ils avaient leur nom, mais ils avaient tous un surnom. Ah oui. Tous un surnom, ils s'appelaient par leur surnom. Moi, j'en avais un que je connaissais. Après, mais il s'appelait comment? Parce que je connaissais que le surnom. Je suis entrée dans l'entreprise Degerman le 1er avril 1970. Et ça a été un concours de circonstances? Vous connaissiez quelqu'un dans l'usine? Pas du tout. Je ne connaissais pas du tout la tannerie. Vous êtes rentrée tout de suite dans le service administratif? Oui, j'étais vérifieuse. Parce que la tannerie Degerman, à l'époque, était déjà informatisée. Quelles autres missions vous avez eues par la suite? J'étais longtemps au service informatique, j'étais aussi à l'accueil, j'étais standardiste. Et pour terminer, j'étais en comptabilité, relations bancaires, service paye, personnel. Vous avez quasiment fait toutes les missions administratives dans l'entreprise. Oui, depuis 2000. Et après, vous avez pris d'autres responsabilités. Suite à un accident du responsable de la teinture, on m'a donc proposé de prendre l'atelier teinture en 1975, jusqu'à la fin, jusqu'à quand je suis parti. Et qu'est-ce que ça recouvre? Quelles sont les différentes tâches au niveau de la teinture? Alors, la teinture... La peau, elle arrive comment? La peau, en fait, la peau qui arrive, c'est une peau qu'on appelle le wet blue. Elle est juste tannée. Donc elle est bleue, parce qu'on tanne au chrome. Donc bleu wet, humide bleu, quoi. Et puis ensuite, il y a différents process. Hein.
Parce que la teinture, en fait, c'est pas simplement une teinture. Hein. Alors, d'abord, il y a la neutralisation, il peut y avoir la teinture, il peut y avoir le retannage, et puis après, il y a ce qu'on appelle le procédé de nourriture. Où on donne la souplesse, une grande souplesse, une souplesse moindre. Voilà, le box, par exemple, n'était pas souple. La quantité de nourriture dans le box était infime, alors que maintenant, dans ce qu'on appelle les nappas ou les trucs, les nourritures sont plus importantes. Alors le box était utilisé pour quel... Nous, notre box qu'on faisait à l'époque, c'était uniquement le box maroquinerie, uniquement pour la maroquinerie. Et donc je pense que pour garder ses clients et pour se démarquer des concurrents, Degerman a toujours dû s'adapter. Après, c'est vrai que par après, on a changé un peu le fusil d'épaule. Hein. Aujourd'hui, le box, c'est un souvenir. Hein. Après, on faisait des velours, on faisait des veaux souples. Et puis, bon, après, les clients, il y a certains clients qui ont disparu, l'article a disparu. Il y a eu aussi un problème de changement de produits avec lesquels on n'arrivait plus vraiment à faire l'article qu'on faisait au début. C'est tout assez compliqué finalement, quoi. Et c'est donc chaque fois la demande des clients qui faisait que vous évoluez en fait dans les prestations proposées ou oui, dans les... parce qu'en fait le client il demandait tel article et il demandait surtout tel coloris. Il était rare qu'on fasse l'article tout de suite, hein, et c'est pour ça qu'il y avait aussi les petites stations d'essai qui étaient un peu style recherche-développement pour mettre au point déjà l'article. Une fois que l'article a été validé, il fallait mettre au point les nuances, quoi. C'est vraiment de la chimie. Enfin, ça doit être relativement complexe. Hein. C'est de la cuisine. C'est de la cuisine. D'ailleurs, l'atelier, enfin en haut, au finissage, où il y a tous les produits, c'est la cuisine. La cuisine, quand même très technique. Ah oui, puis même le matériel utilisé, c'est souvent c'est des louches. Au finissage. Hein. D'accord. En 1978, est entré à l'usine le fils de Jean Degerman, donc le frère de Nicolas, qui était très commercialement, qui était à la hauteur, et c'est lui qui nous a ramené des nouveaux clients et qui nous a fait changer un peu toute notre procédé de fabrication. Oui. C'était lui. Hein. À partir de là, on a laissé tomber. Mais bon, on ne faisait pas que du box aussi. Hein. On faisait beaucoup de velours. Hein. Et on faisait les collets, les fameux collets. Parce qu'en fait, dans une peau, si vous prenez... Il y a le veau, et avant, il y a le bovin, qu'on appelle la vache. Bon. Et c'est dans les abattoirs, ils crouponnent les peaux. C'est-à-dire, d'une peau, on va sortir le haut, qui va être le collet. On va sortir deux côtés, qui vont être les flancs. Et il va rester le croupon. Et dans le temps, il y a très très longtemps, on faisait les ballons de foot avec les croupons, parce que c'était la partie la plus costaud de la peau. D'accord. Et donc, après votre travail dans la partie rivière, à l'essorage, vous avez intégré un poste en tant que magasinier. Oui. Et donc, vous faisiez le tri des peaux. Et comment ça se passait, ce tri des peaux? C'était selon quels critères? C'est des critères de beauté de la peau. Et sur chaque peau, on trouve toujours un défaut. Si on veut vraiment aller dans le fond, il y a des peaux qui ont des trous, des acariens, ou alors dans le temps, il y avait encore les fils de fer barbelés. Donc les peaux étaient éraflées. Et ça prenait de la qualité de truc. Et chaque client avait ses critères. Il y en a qui étaient plus ou moins difficiles sur les griffures, d'autres qui ne voulaient pas de trous dans la peau. Et c'est d'après ces critères. Quand on est dedans, dans le système, on apprend. On voit quand le client est satisfait, quand le patron vient un jour et dit « le client était très satisfait du tri que vous avez fait », ben on est content et on sait au départ maintenant, c'est comme ça qu'il faut continuer. Et donc au magasin, quelles étaient vos au magasin, il fallait que je contrôle les coloris, que je contrôle les peaux,
que je prépare la marchandise quand les clients venaient pour trier, parce que des fois, il y avait des clients qui venaient eux-mêmes pour regarder les pots. Après, je roulais des pots, je préparais des cartons pour expédier. C'était mon rôle, d'être tout le temps présente. Des fois, il fallait que je travaille l'après-midi. Alors le matin, je préparais, l'après-midi, parce que le client, il ne pouvait pas venir le matin, il fallait que je sois là l'après-midi. Bon. Et donc, vous avez rencontré quand même un certain nombre de clients Oui, de oui, l'entreprise. oui, bien sûr. Et vous avez des souvenirs un petit peu particuliers par rapport à certains clients? J'ai même eu des petits cadeaux, des trucs, oui, c'était vraiment sympa de... Et vous aviez quand même des clients exigeants? Oui, très exigeants, des fois Hermès ou bien Valextra, c'est italien. Bon, il y avait aussi Parabout, c'était un de nos grands clients, hein, c'était le Supportlo. Et c'est vrai que... Et alors, quelles étaient leurs exigences? Qu'est-ce qu'ils voulaient après? Ce qu'ils voulaient de la qualité, ils ne voulaient pas que des pots ou des taches ou bien des rayures. Et, ils étaient vraiment... ils regardaient... parce que, bon, c'est sûr, pour faire des sacs à main qui valent après 4 000 ou 5 000 euros, c'est un peu normal. Hein, c'est sûr. Oui. Aujourd'hui, enfin, quand je suis parti, le cadrage, on faisait, bon, ils étaient 4 personnes, d'accord? Sur la machine, ils faisaient en 6 heures. Ils faisaient la même production que dans la semaine sur les anciens cadres, là où on tirait, quoi. Et en plus, maintenant, c'est même plus les gens qui tirent, c'est les panneaux sur la machine qui s'écartent, quoi. Oui, bien sûr, on facilite le Comme ça, travail. il y a eu aussi, par exemple, le palisson, quand on assouplit. Il y a une personne qui alimente, une personne qui récupère, alors qu'avant, on avait les palissons à mâchoire, qui étaient dangereux d'ailleurs. Il y a eu une évolution du matériel et il y a une évolution des produits. J'imagine quand même qu'en 40 ans, les techniques de fabrication ont dû évoluer pas mal. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de choses, d'innovations intéressantes au niveau du travail du cuir? Au début, on travaillait encore avec du formol. Pour la fixation, il fallait passer avec du formol et ça, c'était vraiment désagréable. Si tu passais 3 chariots, il y avait chaque fois 60 pots sur un chariot. Pour respirer, c'était pas évident. Hein, Après, avec la norme européenne, tout ça a été enlevé. On n'avait plus le droit de travailler avec du formol, ni avec de l'ammoniac. Tout ça, ça a été interdit. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était avant les années 2000. Hein, c'était en peut-être 98 ou 95, oui. Après, c'était que du... Il n'y avait pratiquement plus de solvants. Il n'y avait que de l'eau à l'eau et tout ça. C'était dilué. Avant, c'était beaucoup de solvants. Ça devait être pénible de... Ah ben oui, pour la respiration et tout ça, c'était pas facile. Surtout quand il faisait chaud. Alors, vous avez dû voir les conditions de travail évoluer au fil des années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, les conditions, oui. Parce qu'au début que je suis venu, donc, surtout à la teinture, hein. Donc j'avais 3 ouvriers. Et ça, c'était en 1975. Et le dernier de mes 3 ouvriers est parti à la retraite en 1991. Hein. Il était quand même 16 ans et les autres aussi. Hein. Les conditions étaient différentes. Hein. Et on travaillait... l'horaire normal à l'usine était de 42h30. Minimum. Ce qui représente aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, un jour de travail de plus par semaine. Hein. Puis il y a eu l'évolution. Avec cette évolution, il y avait tous les rejets à la rivière. Je ne sais pas, Maurice, si toi, tu te souviens des fois l'odeur au pont de la Kirneck. C'est quand on vidait 2 bains, qu'on ne devait pas vider, les gens vidaient ça ensemble. Ça partait à la Kirneck, au pont de la Kirneck, que tu sentais, ça sentait l'œuf pourri. Hein. Comment est-ce qu'on a essayé de limiter progressivement la pollution de la rivière? Puis les réglementations sont arrivées quand même assez tardivement. Oui, mais je pense qu'on a quand même commencé dans les années, je dirais, fin des années 70 quand même. Hein. Et là, on a tout de suite vu les résultats positifs. Pas tout de suite, niveau... non, parce que bon, ça a quand même duré un moment, parce qu'en fait, il fallait mettre une station d'écromage.
traitement des eaux, faire des bassins, c'était pas évident. Ouais, c'est des grosses installations. Ouais. Et un jour, j'avais vu un ouvrier à la rivière, je ne sais plus pourquoi j'y suis allé, pendant la pause, enfin pause de midi, pause officieuse, il était à la fenêtre de la rivière en train de pêcher, il a chopé des truites. Donc il y avait de nouveau des truites sous l'usine. Super. Qui était bon signe. Ce qui était un très bon signe. Ouais. Et ça, c'était en quelle année? C'était à la fin de... Je pense que... Attendez, c'était Charlot. C'était le dérailleur qui est parti. Je pense que c'était dans les années 95 par là. Quand vous êtes rentré chez Degerman, il y avait combien de salariés? Oh, je pense une centaine. Et à la fin 35. Entre 35 et 37. D'accord. Et donc tout ça, c'était lié à l'automatisation, aux nouvelles machines. Oui, et puis la conjoncture. Et la conjoncture. Voilà. Ok. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la direction était toujours à l'écoute des salariés. Donc, et puis, il y avait un respect. Ça, c'était le mot-clé. Un respect des personnes, oui. un respect des salariés. Oui, des salariés, oui. Et l'ambiance de travail était quand même plutôt bonne quand on parle avec oui, les différentes personnes que nous avons rencontrées. Était bonne, oui. Sinon, on ne reste pas aussi longtemps dans une entreprise où... On avait même été faire une sortie de marche, on avait fait des concours de pêche. Il y avait quand même... où tout le monde a plus ou moins participé. On avait des fêtes de Noël. Et au tout début, c'était la fête de la libération de Bar, où on fêtait le repas de la libération. Et c'était la tannerie qui régalait. Oui. On allait à la Couronne, au restaurant. Avez-vous eu des satisfactions de votre métier? Oui, donc c'était vraiment la camaraderie entre les ouvriers. On était tous presque dans la même situation. Donc dans les cas difficiles, il faut toujours se soutenir. Hein. Donc on avait une très bonne ambiance. Il faut dire que les quartiers étaient séparés. Chaque atelier n'avait pas beaucoup de contact avec les ateliers à côté. Hein. Donc c'était chaque fois des groupes de 20, 25 personnes qui partageaient tous les bons moments comme les mauvais moments. Hein. Alors là, pour la satisfaction, un truc qui me vient, c'était un travail très dur, comme je vous ai dit, physique. Mais alors, à 9 h, il fallait voir le moment casse-croûte. C'était vraiment le buffet froid qu'on voit actuellement dans les trucs. Hein. Chacun apportait sa saucisse, une baguette de pain, et ça mangeait. Hein. C'était pas 100 grammes de saucisse de viande, c'était un demi-rond. Hein. Et la table était pleine, c'était vraiment fantastique. Hein. Mais tout le monde avait faim. C'est vrai qu'on commençait à 5 h du matin, vers 9 h, ça commence à creuser. Hein. C'est sûr. Et donc je vois toujours encore l'endroit où chacun ouvrait son sac de casse-croûte et mettait sur la table. Hein. Alors, quand on voyait le voisin qui avait quelque chose de meilleur que vous pour la journée, ça vous faisait envie. Hein. Mais il arrivait souvent qu'on partage aussi. Hein. Que dit, tiens, goûte une fois ce pâté que j'ai fait moi-même, ou prends une fois un morceau de salami qu'on a fait nous-mêmes. Et c'était vraiment des moments, le casse-croûte. Ça durait 20 minutes, hein, donc on n'avait pas trop le temps de faire. Il fallait manger. Mais c'était le moment où on se rencontrait, toute l'équipe. Alors moi, le moment fort que pour moi, hein, c'était après l'accident de M. Jean et de Philippe, où il y a eu donc Madame Eliane. Et là, je pense qu'il y a eu au niveau de l'encadrement et des gens, il y a eu une adhésion totale pour eux. On savait qu'il fallait que l'entreprise survive, quoi. Et je pense que c'était quelque chose, et à l'époque, moi j'ai ressenti ça comme quelque chose de très fort. Oui, il fallait se serrer les coudes pour continuer de fonctionner. On a tous fait un boulot qui n'était pas le nôtre au départ. Chacun a fait un plus par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire. Pour assurer la continuité de l'entreprise.
C'est signe quand même que l'ambiance était plutôt bonne dans cette entreprise. Oui, et puis il ne faut pas oublier que on se posait la question, on en parlait souvent avec Pierre, si Nicolas et sa maman n'avaient pas repris la tannerie, qu'est-ce qu'on aurait fait? Où c'est qu'on aurait fini? Où c'est qu'on... Hein? Oui, il y avait quand même beaucoup de salariés qui Ah dépendaient oui, de la survie de cette monde, entreprise. Nous, on était tributaires, là. On ne savait pas trop... Non, on savait qu'il fallait faire quelque chose pour ne pas se retrouver sous le carreau. Hein. C'est sûr. Et si c'était à refaire? Ben, j'irai de nouveau à la tannerie des Germanes, avec les mêmes dirigeants, les mêmes, voilà. Je n'hésiterai pas une seconde, je y retournerai avec grand plaisir. Tu sais, moi j'étais toujours bien dans mon entreprise, j'aime le cuir. C'est une matière très noble et avec la famille Degerman, moi je me suis toujours bien. C'était donnant-donnant. Le patron avait besoin de moi et moi j'avais besoin du patron, tu vois. Et moi j'ai toujours aimé travailler dans la tannerie.